Bienvenue pour cette exploration des concepts clés de la didactique. On va s'appuyer sur des extraits d'une conférence qui visait justement à définir un peu ce domaine et surtout à le distinguer de la pédagogie. C'est souvent là que ça coince. Notre but, Essayer de saisir l'essentiel sur comment on pense les savoirs pour pouvoir les enseigner. Alors, la didactique, qu'est-ce que c'est concrètement? Si on devait simplifier, on dirait que c'est la discipline qui étudie comment on enseigne et comment on apprend un contenu bien spécifique. Les maths, l'histoire, la physique, peu importe, mais c'est ciblé. Souvent, dans un cadre scolaire, bien sûr. La question centrale, c'est vraiment celle de la transmission et de l'appropriation des connaissances. C'est tout à fait ça. Et le terme lui-même, didaktikos en grec, ça veut dire doué pour enseigner. Bon, la réflexion sur comment bien enseigner, elle est ancienne, évidemment. Mais la didactique, comme discipline structurée, scientifique presque, elle émerge plutôt dans les années 60-70. On cite souvent Guy Brousseau pour les mathématiques, c'est un peu un pionnier. Et puis ça s'est étendu, bien sûr, à d'autres disciplines, français, sciences, etc. oui, et la confusion la plus fréquente, c'est celle avec la pédagogie. On entend souvent les deux termes utilisés un peu l'un pour l'autre. Quelle est la différence fondamentale? C'est important de clarifier, je crois. Absolument. C'est une distinction euh, essentielle, même si les deux sont, bien sûr, très liés, complémentaires même. La pédagogie, elle se concentre plutôt sur la relation éducative. Le maître, l'élève, le groupe classe, les méthodes générales d'enseignement, la gestion de classe, la motivation. Indépendamment, ou presque, du contenu précis. La didactique, au contraire, elle met le projecteur sur le savoir lui-même. Comment ce savoir particulier est structuré, quels sont les obstacles typiques pour l'apprendre, comment on peut le rendre enseignable, justement. D'accord, donc si je résume un peu grossièrement, le pédagogue se demande comment je gère ma classe, comment je les fais travailler ensemble, et le didacticien se demande comment je leur fais comprendre ce concept précis, cette notion-là. C'est une bonne manière de le voir, oui. En gros, c'est ça. Mais attention, elles ne s'opposent pas, hein. Philippe Mérieux, par exemple, insiste beaucoup là-dessus. On a besoin des deux. L'enseignant dans sa classe, il fait constamment les deux. Il navigue entre la pensée sur le contenu, ça c'est la didactique, et la gestion du groupe, l'animation, ça c'est la pédagogie. L'un sans l'autre, ça peut difficilement fonctionner. Mhm, c'est clair. Et pour analyser ces situations complexes, il y a un modèle dont on entend souvent parler, le fameux triangle didactique. Est-ce que ça aide vraiment à visualiser les choses? Oui, c'est un outil d'analyse très répandu, très utile, popularisé notamment par Yves Chevalard. Imaginez simplement un triangle. À chaque sommet, un pôle. Le savoir, l'enseignant et les élèves, ou les apprenants de manière plus générale. Et la didactique, elle étudie les relations entre ces pôles. La relation enseignant-savoir, c'est le processus d'enseignement, comment le prof s'approprie et traite le savoir pour l'enseigner. La relation élève-savoir, ça c'est le processus d'apprentissage, comment l'élève construit sa compréhension. Et la relation enseignant-élève, là on est plus dans le processus de formation ou de guidage, la dimension pédagogique justement. D'accord, c'est un cadre d'analyse donc. Et en parlant de cette relation au savoir, un autre concept incontournable, c'est celui de transposition didactique. Ça sonne un peu technique, mais j'ai l'impression que c'est au cœur du métier d'enseignant, non? Ah oui, c'est absolument fondamental. C'est aussi un concept développé par Chevalard. L'idée de base est assez simple en fait, hein. Un savoir tel qu'il est produit par les chercheurs, le savoir savant, il n'est quasiment jamais directement utilisable en classe. Il est souvent trop complexe, trop abstrait, trop dépendant de son contexte de production scientifique. Il faut donc le transformer, le transposer, pour qu'il devienne un savoir enseigné, quelque chose d'assimilable par les élèves. C'est une sorte de traduction. Une adaptation. C'est ça, une adaptation nécessaire et complexe, pas une simple simplification. Chevalard distingue deux grandes phases. D'abord, ce qu'il appelle la transposition externe. Ça se passe hors de la classe. C'est le travail des concepteurs de programmes, des auteurs de manuels, des commissions ministérielles, toute cette sphère qu'il nomme la noosphère. Eux, ils sélectionnent, ils réorganisent, ils simplifient ce savoir savant pour définir le savoir à enseigner, celui qui figure dans les programmes officiels. C'est une étape cruciale. Ok. Et ensuite? Ensuite, il y a la transposition interne. Et là, c'est le travail de l'enseignant, dans sa classe.
Il prend ce savoir à enseigner, celui du programme, et il va l'adapter pour ses élèves avec leur niveau dans son contexte spécifique. Il choisit ses exemples, la progression, les exercices. Il transforme ce savoir officiel en un objet d'enseignement réel, vivant dans la classe. Et concrètement, comment on fait pour transformer ce savoir? J'imagine qu'il ne s'agit pas juste de résumer. Non, non, c'est bien plus que ça. Il y a plusieurs opérations typiques. Par exemple, décontextualiser le savoir de son origine. Une découverte scientifique est liée à un problème précis, à des expériences. Il faut l'extraire de ce contexte pour pouvoir le recontextualiser dans un cadre scolaire, à travers des exercices, des problèmes adaptés aux élèves. Il faut aussi souvent simplifier les modèles, les concepts, mais attention, Oui, en essayant de préserver le sens profond, de ne pas trahir l'essentiel. C'est là toute la difficulté. Il faut aussi adapter la terminologie, rendre les mots accessibles sans tomber dans l'approximation. C'est ce qu'on appelle parfois la transposition terminologique. L'objectif, ce n'est pas juste de vulgariser au sens où on sacrifierait la rigueur pour la simplicité. C'est de rendre le savoir accessible tout en maintenant une forme de fidélité qui permettrait plus tard de revenir au savoir savant de référence. C'est un équilibre délicat. très clair. Ça m'amène à une autre notion qui semble liée. Le contrat didactique. On en a juste effleuré le mot, mais ça semble important pour ce qui se passe en classe. Oui, tout à fait. C'est un concept introduit par Brousseau, justement. Le contrat didactique, ce sont toutes les règles du jeu, la plupart du temps implicites, non dites, Ouais. qui régissent les attentes réciproques entre l'enseignant et les élèves à propos du savoir. Par exemple, un élève s'attend implicitement à ce que le problème donné par le prof ait une solution, et une solution trouvable avec les outils qu'on lui a donnés. Et l'enseignant, lui, s'attend à ce que l'élève essaye de résoudre le problème posé, qu'il joue le jeu de l'apprentissage. Ce contrat structure énormément les interactions en classe. Quand il est mal compris ou quand il y a un malentendu sur ce contrat, ça peut créer des blocages importants dans l'apprentissage. Bien. Alors, si on devait synthétiser les points essentiels de cette discussion rapide, on a vu que la didactique, c'est vraiment l'étude ciblée de l'enseignement et de l'apprentissage des contenus disciplinaires. Qu'il faut la distinguer de la pédagogie, qui est plus générale, centrée sur la relation et la gestion du groupe, et que le triangle savoir, enseignant, élève est un bon outil pour analyser tout ça. Exactement. Et il faut surtout retenir cette idée de transposition didactique. Ce processus en deux temps, externe puis interne, qui est absolument nécessaire pour adapter le savoir savant et le rendre enseignable à l'école. C'est un processus complexe et central. Sans oublier, bien sûr, le contrat didactique, ces attentes implicites qui sont toujours à l'œuvre dans la classe autour du savoir. Et peut-être, pour terminer, une petite question pour prolonger la réflexion. Dans ce voyage du savoir savant au savoir enseigné via la transposition, qu'est-ce qui, au fond, est préservé? Quelle part de la complexité initiale, peut-être de l'incertitude ou même de l'étincelle de la découverte, arrive réellement jusqu'à l'élève? Qu'est-ce qu'on gagne en accessibilité et qu'est-ce qu'on risque peut-être de perdre en chemin?